Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine qui démarre sur le grand rendez-vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Le temps sera-t-il au beau fixe demain? Découvrons-le ensemble. C'est la météo. Bonsoir aux populations de Dassa. Merci d'avoir choisi le grand rendez-vous. Au menu ce soir, nous avons 3 rubriques. Nous allons démarrer avec Nature et Bien-être qui s'intéresse à la journée mondiale des tortues marines. Quelle est l'utilité de cette journée et quels sont les objectifs visés par cette journée? On en parle bien sûr avec Amandine Agnambossou et son invité. Avec Autant Savoir, on revient sur certains concepts du marketing commercial, solde, promotion, liquidation. On s'intéresse à leurs limites et quel est l'encadrement juridique ici au Bénin. Ce sera dans un instant. Eh bien, quant à l'expert du jour, il viendra nous entretenir sur les énergies renouvelables. Le Bénin est-il à la traîne? Est-ce que vous savez vraiment de quoi il s'agit quand on parle d'énergie renouvelable? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal, les 19h45. Vous le savez bien, Amandine Agnambossou est déjà en position pour la présentation des titres. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous Aniat Bello. Dans le 19h45 ce soir, nous parlerons de l'économie bleue. On en parle de plus en plus. C'est un nouveau concept qui met beaucoup plus l'accent sur la valorisation des ressources en eau. Nous ferons également un zoom sur les écailleuses de poissons, une activité génératrice de revenus qui nourrit celles qui s'y adonnent. Et puis, la culture favorise l'essor économique d'un pays. Mais au Bénin, les artistes peinent à retrouver leur marque. Difficile pour eux de vivre de leur art. Merci à vous Amandine Agnambossou. On vous retrouve à 19h45 pour le journal proprement dit. Mais en attendant, vous allez nous rejoindre de ce côté-ci pour le premier plateau du grand rendez-vous Nature et Bien-être. Avec Amandine Agnambossou et son invité, il sera question des tortues marines. Eh bien, c'est la journée mondiale des tortues marines. C'était plutôt, eh bien, Amandine reviendra nous en parler un peu plus amplement avec son invité. Ce sera après avoir suivi ce reportage. Mes jeunes frères, mes grands frères et grandes sœurs, ne mangez plus les tortues. Sauvez les tortues. SOS des enfants au profit de ces espèces menacées de disparition. Un signal fort pour toute la communauté béninoise. Nous avons travaillé avec les communautés pour qu'elles prennent conscience que ces espèces internationalement sont protégées, ça veut dire au Bénin sont protégées, mais aussi que les communautés peuvent en tirer profit. La raison est toute simple, c'est que quand les communautés organisent des manifestations dans ces périodes, elles ont
surtout à Grand Popo, la chance de se faire assister par des touristes qui viennent constater les actions et aussi une occasion de collecte de fonds. L'exercice se fait chaque 8 janvier sous le sceau de la Journée nationale des tortues marines à Grand Popo. Et les 4 espèces qui se retrouvent sur les côtes béninoises sont célébrées. Il s'agit de la tortue olivâtre, la tortue verte, la tortue lutte et la tortue imbriquée. Pour l'édition 2018, le thème retenu est « Tortue et développement local ». Le développement local, c'est que les communautés côtières, par exemple de Sémé, Cotonou, Ouida, et Grand Popo, et même Abomey-Calavi, qui a une partie du littoral, c'est que sur tout le littoral du Bénin, comme il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de gendarmes, ni de forestiers en permanence pour protéger ces espaces, c'est qu'on a travaillé avec les communautés pour que, quand ces espèces viennent aujourd'hui, il y a des gens qui sont chargés de les baguer, de les retourner, de collecter les œufs, de faire des incubations. Et c'est en libérant les bébés que les communautés gagnent de l'argent. Et le développement local, c'est que les communautés, c'est dit au niveau des autorités, au niveau de ces communes, c'est que ces autorités doivent prendre en compte la préservation des tortues comme une opportunité. Parmi les 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition, la tortue, qui est source de devises sous d'autres cieux, en fait partie. Quand vous allez du côté de l'Atlantique, ça veut dire au niveau des Caraïbes, au niveau du Brésil par exemple, où vous voyez comment les tortues participent au développement local. Et quand un touriste vient d'abord dans un pays, c'est l'avion qu'il va prendre, c'est l'hôtel, c'est des guides qui vont l'accompagner, c'est des repas locaux que ces touristes consomment. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est important de sauver notre environnement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y avait assez peu de gens, il faut qu'il y aura encore plus de gens et que ça ne sera pas seulement ici, mais tout au long de la côte jusqu'à même en Nigeria, pour que les gens comprennent l'importance de garder les tortues. On peut même gagner de l'argent si on les garde en vie, au lieu de les manger. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités au niveau de l'État, au niveau de la basse-couche, pour que vraiment les espèces se portent bien. Le tourisme durable, c'est la conservation durable de la biodiversité qui participe aussi au tourisme durable. Avec le tourisme qui est inscrit au rang des priorités du gouvernement, c'est un appel qui aura certainement un écho favorable auprès des autorités, mais aussi de la population qui doit jouer sa partition. Et ça commence par le respect de l'écosystème. Voilà, retour sur ce plateau avec Amandine Agnambossou et son invité. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous retrouver à vos côtés. Le plaisir est partagé. À vos côtés ce soir, nous avons Marie Djengue, elle est géographe aménagiste. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bello. C'est un plaisir de vous avoir également avec Merci, nous. C'est votre première fois sur le Grand Non, Rendez-vous? non, pas du tout. Vous êtes une habituée. D'accord. Donc, avec vous, on s'intéresse à la journée nationale des tortues maritimes. Quels sont les objectifs? Oui, voilà, Aniat Bello. On va parler de la journée nationale des tortues marines. L'événement est célébré tous les 8 janvier de chaque année et c'est l'ONG Nature Tropicale qui s'adonne à cette activité. Madame Djengue, dites-nous déjà pourquoi une journée pour célébrer les tortues marines. Ok, merci beaucoup, Madame Agnambossou. Et vous savez qu'au Bénin, nous sommes les champions, les signataires des conventions, même les lois, et on arrive même à les ratifier. Mais on constate que les espèces ne sont pas protégées. Si on parle des tortues marines aujourd'hui, c'est des espèces qui sont des espèces que le Bénin a déjà signé la convention, même ratifiée. Normalement, sur le plan national, international et régional, ces espèces doivent être mieux protégées. C'est pour ça, nous, depuis plus de 20 ans, nous avions commencé par protéger ces espèces. Et ensemble avec les éco-gardes, eux-mêmes, ils ont décrété une journée pour ces espèces. C'est le 8 janvier de chaque année. Ils profitent pour sensibiliser la population locale par rapport à la protection de ces espèces. C'est pour cela, tous les 8 janvier de chaque année, nous célébrons les tortues marines. Et surtout, c'est à Grand Popo que nous faisons cet événement. On invite la mairie et les communautés locales à la base pour pouvoir mieux les sensibiliser par rapport à la protection de ces espèces. Et quelle est l'importance alors des tortues marines dans l'écosystème? Les tortues, vous savez, l'homme a une importance dans la vie. Hein. C'est comme ça que les espèces aussi ont leur importance dans la vie, comme tout être vivant. Et si on parle de la nature, les tortues marines, c'est des espèces phares qui sont... Ce n'est pas dans tous les pays qu'on
observe ces genres d'espèces. Nous avons la chance d'avoir une côte, l'océan chez nous où ces espèces vivent, alors que dans d'autres pays n'ont pas la chance. Donc ces espèces-là vivent parce que ces espèces arrivent à nous donner de poissons. Si là où se trouvent les tortues marines, les tortues marines mangent les méduses. Maintenant, si les tortues mangent les méduses, ça permet aux poissons de mieux développer. Maintenant, s'il y a des méduses où les tortues n'arrivent plus à manger, et il n'y a même pas les tortues qui existent pour manger ces méduses-là, ça veut dire que nous n'aurons pas du tout la chance d'avoir des poissons chez nous. Donc les tortues-là sont vraiment importantes et il faut les protéger. Et quelles sont les menaces? Pourquoi il faut les protéger? Parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur ces espèces. Quelles sont les menaces? Il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur ces espèces aujourd'hui. Surtout la première menace, c'est l'homme. Si nous voyons ces espèces venir à la côte pour la pondre, la présence de l'homme chasse même ces espèces. Parce que là où se trouvent ces espèces-là, normalement pour la ponte, l'homme ne doit pas rester. Les espèces, les tortues marines viennent la nuit pour la ponte. Maintenant, s'ils constatent la présence d'êtres humains, ils sont obligés de repartir sans même laisser les œufs avant de partir. Maintenant, s'ils ne voient pas la présence, et elle peut rester pour libérer ses œufs. Et la deuxième menace, c'est... La deuxième menace au niveau de ces espèces-là, c'est le problème de l'érosion côtière. Ces espèces n'arrivent plus à venir sur la plage pour pondre à cause de l'érosion côtière. Donc, il y a aussi la présence des pêcheurs qui utilisent des filets et ces filets sont abandonnés en mer. Ça ne permet pas à ces espèces, parce que ces espèces-là s'enfoncent dans ces filets-là et elles n'arrivent plus à se défendre. On constate des cas de mort de ces espèces. Donc, c'est beaucoup de menaces pèsent sur ces espèces-là. D'accord, mais c'est déjà heureux que nous ne consommons peut-être pas de la tortue marine ici au Bénin. Qui a dit qu'on ne consomme pas de la tortue? C'est une autre menace. C'est ça là aussi, c'est déjà... Oui, c'est déjà ça, c'est une grande menace. On consomme beaucoup l'espèce au Bénin, surtout ceux qui vivent au niveau des côtes. Les riverains consomment beaucoup. On vend même la viande de cette tortue-là. Ah bon? On vend la viande de cette tortue, mais nous remercions l'État, le gouvernement d'aujourd'hui, parce que la répression a vraiment commencé. Depuis que nous avions commencé par protéger ces espèces-là, on constate que même les gens en mangent moins. Aujourd'hui, les gens en mangent moins. Mais ils continuent de manger. Ils continuent de manger, mais ça. Non, ce n'est pas qu'il y a un repeuplement de cette tortue, mais la consommation a beaucoup diminué. Les gens ont peur de consommer. Par exemple, celui qui a l'habitude de vendre aujourd'hui, là, si on le trouve avec la viande de tortue, il a peur. Il sait qu'aujourd'hui, la loi peut me frapper. Donc, pour ça, les gens ont vraiment peur et ça a commencé par aller un peu. Mais si on est arrivé à ce résultat, c'est parce qu'il y a eu une sensibilisation. Oui. Quelles sont les actions qui ont été menées dans ce sens pour obtenir un tel résultat? Beaucoup d'actions ont été menées dans ce sens. On ne peut même pas finir de citer ces actions depuis qu'on avait commencé. Oui. Et on a commencé par la sensibilisation d'abord sur toute la côte. Nous avons formé les éco-gardes le long du littoral du Bénin, les 125 km. Dans chaque zone, nous formons des éco-gardes. Et ces éco-gardes-là, c'est des gens, c'est des bénévoles qui n'arrivent... Des bénévoles et des riverains. Oui, c'est des riverains et c'est des bénévoles. Et c'est des gens qui sont au niveau de la côte chaque fois. Donc, si ces espèces viennent là, ils essaient de nous aider à les protéger. Et on n'arrive plus à constater les cas. Même s'il y a des cas de mort, ils nous appellent pour dire on a constaté des cas de mort de ces espèces-là. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Après, on a sensibilisé même les acteurs publics et privés, surtout le gouvernement. Ceux qui sont vraiment dans le domaine, les gens du ministère du cadre de vie, on a sensibilisé pas mal de gens. Et aujourd'hui, par rapport à l'application de la loi, on sent vraiment qu'il y a il y a une avancée. Donc, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que les tortues marines ici au Bénin peuvent affirmer qu'elles sont en sécurité? Un peu. On ne peut pas dire qu'elles sont totalement en sécurité, mais aujourd'hui, elles sont un peu en sécurité. Et demain, c'est déjà la journée. Et comme chaque année, vous allez
procédez à des lâchers, des petits bébés oui. tortues dans la mer. Est-ce que vous avez les bébés que vous lâchez dans la mer, est-ce que vous avez une manière de les identifier après? Est-ce qu'elles ont évolué? Qu'est-ce qu'elles sont devenues avec le temps? Et sans vous mentir, vous savez que les tortues marines, c'est des espèces migratrices. Ces bébés peuvent aller se retrouver ailleurs. Mais il y a d'autres qui viennent parce que c'est là où la tortue est née. C'est là que, surtout si on parle de la tortue femelle, là où elle est née, elle revient chaque fois là pour laisser encore ses œufs. Donc ça veut dire qu'on peut faire ce suivi. On ne peut pas baguer les bébés tortues. On bague seulement les grandes tortues qui viennent sur la côte. Pour les grandes là, nous on a la chance, 2 tortues ont été baguées au Bénin. Une a été retrouvée au Ghana et une a été retrouvée à Ngwe. C'est intéressant. Ça veut dire qu'elle a voyagé. Oui, elle a beaucoup, près de 1000 et quelques kilomètres. Ça veut dire, c'est par rapport à nos bagues là, les gens ont retrouvé ça parce que là-bas c'est déjà protégé. Donc ils nous ont interpellés pour dire, recherchez-nous la fiche de ces espèces. Et nous on a retrouvé la fiche. On leur a dit oui, c'est des espèces qui sont venues baguer chez nous et on a la chance. Merci Amandine Anyambossou, c'est très intéressant et on se rend compte que les tortues marines n'ont pas grand-chose à craindre d'ici. On les protège de plus en plus et on les mange aussi moins. Amandine Anyambossou. On les mange moins. Maintenant, c'est pas, avant là, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, on les mange moins. Alors Amandine Anyambossou, on continue d'en parler le vendredi. Oui, le vendredi, on va parler de la réglementation avec l'initiateur de cette journée, M. Baudrenou. D'accord, donc on a atteint de retrouver José Adosou Baudrenou pour venir nous parler un peu de la réglementation. Ce sera vendredi prochain, mesdames et messieurs, prenez le rendez-vous. Le prochain plateau à présent, autant savoir. Promotion, solde, liquidation, quelles sont les limites? Existe-t-il un encadrement juridique véritablement ici au Bénin en ce qui concerne ces concepts de marketing commercial? On en parle dans un instant, mais avant, on suit ce reportage. Il y a des chaussures qu'on vendait à 10 000, maintenant on vend ça à 5 000. Même il y a des chaussures même qu'on vend à 3 000, 2 000, ça dépend. Les habits aussi, il y a des habits de 5 000, de 3 000. Tout comme elle, bon nombre de propriétaires de boutiques mettent leurs articles en solde. Pour certains, morosité économique rime avec un solde. La plupart des boutiques cette année, on a constaté que beaucoup de produits sont en solde. Je suis venu ici il y a 2 fois, mais j'ai connu c'est des chaussures de qualité. Mais je me dis, mais pourquoi ils cassent le prix comme ça? C'est là où je leur ai posé la question. Même la fois passée au stade de l'amitié, c'était la même chose. J'ai connu que c'est des produits qu'ils ont eu depuis l'année passée, qu'ils n'ont pas pu vendre. Vous voyez qu'ils ont ramené ça encore sur le marché, mais là ils ont cassé le prix pour faciliter la tâche aux parents parce que c'est la fête des enfants et vous savez qu'il n'y a pas assez d'argent dans le pays. J'ai remarqué qu'ici, en période de fin d'année, on fait beaucoup de soldes. Mais malgré ça, là, ce sont des produits de bonne qualité. Quand tu achètes là, tu n'es pas déçu vraiment. Parce qu'en dehors de ça, là, tu ne peux pas venir. Ça va être hors de prix. Et ils sont de bonne qualité. Et ça va permettre aux parents qui n'ont pas beaucoup les moyens d'en profiter, d'acheter les bonnes chaussures pour leurs enfants, les bons produits. Nous mettons les produits en solde tout simplement parce que c'est déjà la fête de fin d'année. Et nous voyons que les clients ne viennent pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Et nos produits ne sont pas du tout gâtés. Au fait, comme nous ne le vendons pas, et si nous mettons ça là, ça fera encore 1 an et on ne va pas vendre les produits. C'est pourquoi nous mettons ça en solde. Selon les spécialistes, mettre des produits en solde respecte certaines normes. Pas dans les habitudes officiellement ici, mais sinon en France c'est tellement organisé qu'il y a une direction qui s'occupe de ça. Les périodes sont bien définies en fonction de chaque ville, les taux sont connus et en plus il y en a qui, parce que c'est pas parce que vous avez dit que c'est le solde et qu'on doit vous prendre le produit. Si le produit il est gâté, le client il est en mesure de refuser
et vous devez les changer. Donc on vous impose, il y a des périodes spécifiques à des dates. Il y a des périodes, on peut dire que les soldes peuvent être 4 semaines, 6 semaines, ça dépend. C'est régi par la direction des produits et de la concurrence. C'est pas comme ça se fait au Bénin, mais normalement les soldes doivent être réglementés. Et déjà, il faut même pas, quand on dit qu'on veut faire les soldes, on ne va pas encore aller acheter des produits nouveaux pour augmenter sur le stock qui est déjà en magasin. Parce que les soldes en réalité, c'est être prêt à perdre dans la marge bénéficiaire qu'on se fait sur le produit. Tous les produits neufs ou d'occasion sont susceptibles de passer en solde. Toutefois, seuls les articles déjà proposés pour la vente peuvent être mis en solde. Voilà, on retrouve Biblis Kaovi, les spécialistes en marketing. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, ça va. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc avec vous, semaine passée, on s'est intéressé un peu aux avantages de ces différents concepts. On les a définis. Aujourd'hui, on parle un peu des limites. Est-ce qu'il existe des limites à ces concepts-là, que ce soit la promotion, solde, la liquidation ou le déstockage? Oui, en fait, comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est des concepts marketing. Dans un premier temps, c'est pour liquider, c'est pour écouler du stock. Et dans le second cas, c'est pour stimuler la force de vente. D'accord, dans le cadre de la promotion. Donc, l'entreprise qui décide de passer au stockage, aux liquidations, ou au déstockage, ou au solde, à un moment donné, a des stocks sur la main et veut les écouler. Celui qui fait de la promotion veut encourager ses vendeurs sur le terrain à stimuler ses ventes. Cependant, les limites qu'on peut soulever dans ce genre de situation, c'est vraiment les limites par rapport à la tromperie du client. D'accord. Il faut faire en sorte que le client ne soit pas trompé. C'est pour ça que la dernière fois, on évoquait la notion de double étiquetage. Quand les gens marquent 70%, 80%, 100%, le client se demande sur quel prix. Parce qu'il faut quand même une base pour pouvoir faire le rabais dessus. Rabais, oui. Donc, le client est flou dans cette histoire. Donc, il faut absolument que le client sache que là, 80% c'est de tel prix. Donc, on est passé de tel prix à tel prix. Voilà, donc c'est ça. Et les clients, lorsqu'il y a ces gens de stock, ils profitent. Ces gens de solde profitent soit pour faire du stockage, soit les clients qui connaissent bien la promotion de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent les périodes de promotion. Les périodes de promotion pour se ravitailler à bon compte. Il y en a d'autres. Également, comme ils savent que la promotion est là, au lieu d'acheter les produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter, ils n'achètent pas. Ils se disent, bon produit, c'est telle catégorie de produit, c'est telle catégorie, quelle que soit la marque qui change. Donc, au lieu d'acheter la marque qu'il a achetée avant, il va acheter les marques de promotion. Les marques de promotion. Le plus grand inconvénient pour l'entreprise, c'est le risque de cannibalisation. Ah, d'accord. Expliquons un peu. Le risque de cannibalisation, c'est que le client a l'habitude d'acheter certains produits de la même marque. Comme le produit, un autre produit de la même marque arrive à promotion ou en solde, le client délaisse. Et après, il s'habitue à l'autre produit carrément. Voilà, donc le fait de délaisser le produit de la même marque qu'il consommait vers un produit de la même marque, un autre produit de la même marque, c'est ça l'effet de cannibalisation qu'on évoque. Et c'est ça, les entreprises ont tellement peur de ça. C'est pour ça qu'ils essayent de vraiment... Ils étudient les promotions avant de les faire. Avant de les lancer. L'inconvénient fondamental pour les entreprises également, c'est le risque pour le consommateur de s'habituer au prix promotionnel. D'accord. Lorsque la promotion... Il ne peut plus acheter au prix normal. Non. Lorsque la promotion dure trop, le client se dit, mais finalement, le vrai prix, c'est quoi? C'est le prix promotionnel. Donc, c'est pour ça que dans il faut bien définir la période. Il faut que le client sache véritablement quelle est la période de promotion. Ça va de quand à quand. C'est ça le plus important. Une promotion ne doit jamais durer éternellement. D'accord. Pour vous, approximativement, une promotion doit durer combien de temps? Au maximum 6 semaines. Au maximum 6 semaines. C'est la semaine des soldes. En France, comme je l'ai dit, c'est 5 semaines par semestre, et par semestre, on va dire, par hiver ou été. 5 semaines plus 2 semaines de soldes flottants. D'accord. Mais donc, ici, parlons un peu de ce qui se passe ici. Les soldes, c'est souvent en période de fête, vers la fin de l'année. On a du stock. On se dit, c'est la période où tout le monde a envie d'acheter. On profite pour pouvoir écouler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire les soldes ici? Les soldes ici, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne va pas appeler ça solde. Comme je l'ai expliqué la dernière fois également, les soldes sont rigoureusement encadrés par la loi. Oui. Donc, il y a des pénalités, il y a des contrôles.
réguliers effectués par les cadres du ministère du Commerce qui doivent passer pour voir si tel solde que vous évoquez. Mais est-ce que tel est le cas? Parce que quand on était sur le terrain, c'était pendant la période des soldes. À aucun moment, on a vu un agent du ministère du Commerce venir. Effectivement, moi, je ne peux pas dire qu'ils ne le font pas, puisque je ne suis pas souvent sur le terrain, mais je reste quand même persuadé qu'il doit y avoir des codes, surtout que j'ai appris la... Est-ce que ce n'est pas plutôt la qualité qu'ils contrôlent? Est-ce qu'ils contrôlent aussi les prix et tout, la norme, tout ce qu'il devrait y aller? Même la qualité aussi. Parce que souvent, on se dit que c'est beaucoup plus, il faut des descentes inopinées dans les marchés pour vérifier la qualité des produits qui sont mis en vente. Si les produits ne sont pas périmés, s'ils ne sont pas de... Ça, ils le font très bien. Ça, ils le font très bien. Maintenant, ce qui régit vraiment le commerce, les promotions, les soldes, les distributeurs, les liquidations, je ne sais vraiment pas s'ils le font. Je ne peux pas m'avancer dessus. Mais l'idéal serait été qu'il y ait un véritable suivi, un contrôle. Alors, parlons un peu de réglementation. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on n'a pas peut-être le suivi. Est-ce qu'il y a véritablement une réglementation, un encadrement juridique ici face à tout ça? C'est un peu honteux de le dire. Je sais qu'en France, ça existe. Et c'est rigoureux. C'est très rigoureux. Les commerçants ont même peur de ça. Mais au Bénin, je ne sais pas. Vous ne pensez pas? Je ne sais pas. J'ai vu la dernière fois qu'il y a une cour de commerce qui a été créée au Bénin. Donc, je suppose que dans ça va aller. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais si ça n'a pas été fait, je crois que c'est le moment vraiment de le faire, de l'encadrer pour que les clients s'en sortent à bon compte. Parce que dans tous les cas, dans ce genre de situation, c'est seulement les clients qui perdent. Justement, c'est à ça que je pensais. Qu'est-ce qu'on perd? Est-ce que c'est seulement le client qui perd quand on n'a pas une réglementation qui est bien connue de tous et qui est bien suivie? Oui, ce qu'on dit trop souvent, les gens disent, la promotion, c'est que les gens disent, mais il y a 2 mois, qu'est-ce qui nous prouve que le client n'a pas augmenté et volontairement ses prix pendant la période de liquidation, il diminue le prix pour revenir à son prix normal. Oui, c'est tout ça là, c'est le client qui est lésé d'une certaine façon. Quand il ne sait pas quel est le prix de base. Non, est-ce que vous pensez que dans ce cas, l'association des consommateurs, on en a beaucoup, est-ce qu'ils ont aussi un rôle à jouer? Ils ont vraiment leur rôle à jouer. C'est à eux d'abord, c'est à eux de dénoncer ce qui se fait. Et sans enquête, on pourra peut-être faire maintenant un plaidoyer pour pouvoir y aller. Voilà, pour que ces associations commencent par faire des relevés sur le terrain et soumettre ça aux autorités pour que des décisions concrètes soient prises. Parce que là, quand vous parlez de décisions concrètes, quelles sont ces décisions-là? Les plus imminentes pour vous, ce serait lesquelles? Les plus imminentes, d'abord, c'est d'encadrer ces 4 éléments, ces 4 notions dont on a parlé tout à l'heure. De dire qu'une entreprise n'a pas le droit de faire de la liquidation tant qu'il reviendra peut-être 2 ou 3 semaines après pour nous revendre encore la même chose. Quand il fait la liquidation, il va fermer et ça doit être rigoureusement suivi. Lorsqu'on fait... Vous avez dit aussi qu'il a besoin d'une autorisation normalement quand il est à l'étape de liquidation. Oui, en fait, dans le cas de la liquidation, il y a également cette période où l'entreprise dit, par exemple, j'ai une entreprise qui est trop petite. Je veux passer à un volume important, c'est-à-dire je veux agrandir mes locaux. À partir de cet instant, il a besoin de faire des travaux. Et pour faire des travaux, vous avez besoin de demander l'autorisation préfectorale. Et au Bénin ici... Ça, on ne le sait pas. Et on se lève juste, on casse tout et puis on reprend. Au Bénin ici, je crois que la mairie est très regardante. La mairie de Cotonou est très regardante dessus. Ah, d'accord. Oui, parce que même chez vous, lorsque vous voulez refaire des travaux chez vous, vous devez prendre l'autorisation à la mairie pour pouvoir le faire. Donc, c'est déjà un pas. Si on peut le faire au niveau des commerçants également, ce serait bien, très profitable pour les consommateurs. Ils sauront à peu près de quoi il s'agit. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que l'État gagne? Qu'est-ce que l'État gagne à suivre de près tous ces concepts? L'État a un rôle fondamental, c'est de protéger les citoyens. À part le rôle de protection des citoyens, est-ce que pécuniairement, économiquement, est-ce que c'est rentable pour l'État de s'intéresser à tout ça? Vous savez, lorsqu'une entreprise fait une perte, ce n'est pas bon pour l'État. Ça aussi, c'est vrai. Lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise baisse, ce n'est pas bon pour l'État. Donc l'entreprise et l'État est obligé de suivre les entreprises pour que leur chiffre d'affaires augmente et leurs bénéfices augmentent. Et quand le bénéfice augmente, le bénéfice sur BIC, le bénéfice sur les activités commerciales de l'entreprise également augmente. Donc c'est l'État qui gagne. Et quand les entreprises, on a dit qu'on ne doit pas faire de réassort pendant les promotions. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se réapprovisionner pendant les soldes.
pendant les soldes. Soldes, déstockage, liquidation, l'entreprise n'a pas le droit de Oui, mais quand le produit est tellement sollicité et qu'il n'en reste plus, on est tenté de recommander. Même pendant les soldes, si quelqu'un demande une chaussure, par exemple, pointure 42, et quand il n'y a plus de pointure 42 en stock pendant les soldes, c'est fini. Il n'y a plus de pointure 42. Maintenant, quand c'est dans la promotion, l'entreprise est obligée de lui commander la pointure 42. D'accord, il faut choisir alors correctement la thématique et le thème, la forme de marketing qu'on veut choisir. En fait, c'est ça, en fait, c'est la loi qui manque. Parce que derrière, on a dans les soldes, l'entreprise a le droit de vendre à pète. Pendant les soldes et les déstockages, l'entreprise a le droit. C'est le seul moment d'ailleurs. C'est le seul moment de l'année où elle a le droit de vendre à pète. En promotion, vous ne pouvez pas. Et ça, l'État doit suivre. Et lorsque vous subissez un contrôle fiscal, le contrôleur fiscal doit pouvoir détecter que vous avez fait de réassort, vous avez fait de solde à la place de promotion, ainsi de suite. Donc, le suivi est obligatoire. Dans la comptabilité des entreprises, tout ce qui est promotion, tout ce qu'on paie, tout ce que... suivi. Il y a leur poste dans le bilan. Merci, professeur. Merci, professeur. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés avec vous. On s'est intéressé à la promotion, solde, liquidation, déstockage. De quoi il s'agit véritablement et comment le faire. J'espère que tout le monde a pris bonne note et que dorénavant, tout se passera au mieux. On espère vous retrouver encore une autre fois. On passe plutôt à présent au dernier plateau, l'expert. Énergie renouvelable, le Bénin est-il à la traîne? Notre expert est déjà là. Il s'agit de Faustin Darito. Il est expert en énergie renouvelable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver sur le grand rendez-vous. Vous étiez un habitué de Bébé Matin. D'accord. Donc, avec vous, on s'intéresse aux énergies renouvelables. Déjà, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, tout le monde sait de quoi il s'agit quand on parle d'énergie renouvelable? Merci. D'abord, je vous souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, félicitations pour tout le décor ici. Ça montre que les choses bougent. Les choses bougent. Voilà. Oui. Donc, pour remonter rapidement à notre secteur d'énergie renouvelable, je voudrais vous dire qu'il y a quand même une dynamique au niveau national qui est en train de s'accélérer à partir de l'ambition stratégique que le gouvernement a affichée, soutenue par les PTF. Les partenaires techniques et voilà, financiers, oui. Je vais citer le MCA qui fait beaucoup. Il y a beaucoup de développement en cours. L'Union européenne à travers le projet RECASEB. Il y a la GIZ à travers le projet NDEF. Il y a l'AFD, la SNV, et puis il y a le PNUD. C'est vrai qu'on a beaucoup de partenaires qui s'intéressent à ça. Exactement. Mais est-ce qu'au niveau des populations, le message est passé? Est-ce que tout le monde comprend aujourd'hui qu'il faut songer à aller vers les énergies renouvelables? Voilà, vous savez, tout est en train de se mettre en place parce que les actions que le gouvernement a déclenchées avec l'appui des PTF font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de renforcement de capacités de nous, les acteurs privés nationaux. D'accord. Donc, par exemple, l'année dernière, 2018, il y a eu une dynamique en termes de formation qu'on n'a jamais connue. Et ça se poursuit d'ailleurs déjà en janvier, on a plein de programmations. Ça veut dire qu'on aura bientôt une masse critique de techniciens capables. L'expertise nationale est en train de s'améliorer de façon très sensible. Et au niveau de notre association AISER Bénin, c'est l'association des experts. Oui, qui sont au niveau des énergies renouvelables. Voilà, là, nous sommes sur tout le territoire et nous, on travaille partout. Donc, on apporte des petites solutions à travers les pico-kits, les mini-kits, les plus centrales, et ça couvre progressivement le territoire. Le soleil est en train de se démocratiser. Vous allez voir aujourd'hui que partout dans le commerce, vous avez vu même des gens qui ne sont pas allés loin. Qui ne sont pas vraiment très connaisseurs. Ils ont du matériel partout, des panneaux partout. Je crois que nous sommes sur la bonne dynamique. D'accord. Maintenant, quand on dit la bonne dynamique, est-ce que pour vous, l'objectif final, c'est que tout le monde puisse avoir son panneau solaire à la maison? Exactement. L'objectif final, c'est que d'abord, le taux de l'électrification du pays s'améliore. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un rythme moyen national de 32-33% d'électrification nationale, avec 6% dans le secteur rural qui est en train de s'accélérer, ça s'améliore. Et avec tout ce qui est en chantier, parce que aujourd'hui, le gouvernement a pris un décret qui permet de baliser le contexte
qui va favoriser l'investissement privé. Donc aujourd'hui... c'est vrai que ça coûte cher, hein, quand même, investir dans les énergies renouvelables. Oui, disons quand même qu'avec la maturation technologique, le solaire aujourd'hui commence à devenir très compétitif par rapport aux autres sources d'énergie. D'accord. Oui, donc il y a, dans le cadre du mix énergétique, il y a près de 100 MW déjà qu'à partir de 2019, l'AFD va construire 25 MW, le MCA va construire 45 MW, et puis il y a aussi beaucoup de petites centrales en cours, donc on aura environ 100 MW sur l'horizon 2019-2020, qui seront injectés directement dans le réseau de la SBE, vous voyez, sans compter les autres projets dans le domaine du hors-réseau. Ça veut dire que les consommateurs au niveau de la SBE vont peut-être voir leur facture s'atténuer, c'est une bonne nouvelle? En principe, puisque le solaire aujourd'hui, les prix sont en train de chuter, vraiment ça a vraiment chuté, si bien qu'on peut produire moins cher même que le tarif actuel de la SBE. D'accord. Alors, au tout début, quand on a commencé par parler d'énergie renouvelable ici au Bénin, la première préoccupation, c'était, on disait, il n'y a pas assez pour tout le monde, et ce dont on dispose, l'entretien n'est pas facile, même la mise en place n'était pas une chose évidente et chose aisée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a dépassé ce cap? Je pense que nous sommes en train, ça bouge. Comme je vous dis, les technologies se sont beaucoup améliorées, l'expertise nationale se construit, et puis il y a aussi le gouvernement avec les PTF qui sont en train de mettre en place les infrastructures à même d'atteindre ces objectifs-là. Donc on est dans le mix énergétique. Vous savez, il y a aussi des préoccupations au niveau du climat. Donc le Bénin est rentré dans la dynamique de la transition énergétique. Donc il faut faire du mixage énergétique à partir des énergies renouvelables. Donc tout ça est en cours aussi. Il y a par exemple, j'ai parlé du PNUD, il y a le projet Pana Énergie. Et là, c'est des centrales à biomasse qui sont en préparation aussi pour qu'on injecte dans le réseau. Il y a quand même beaucoup d'actions en cours. Il y a de la dynamique. Maintenant, pour l'individu, qu'est-ce qui a changé? Pour un Béninois qui a envie de passer à l'énergie renouvelable, en termes d'individu, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'il y a l'accès. Vous voyez, l'accès à un prix très abordable. Quand vous parlez de prix abordable, je me dis, abordable pour qui? Abordable pour vous et moi, abordable pour tout le monde? Non, aujourd'hui, il y a tous les prix. Vous avez des pico-kits à partir de peut-être 10 000, 20 000, 30 000, jusqu'à des systèmes plus élaborés. Mais quand on fait l'analyse économique, c'est rentable. Oui, mais l'investissement au départ n'est pas évident. Justement, l'avantage pour les autres sources, c'est que vous payez par tranche. Oui, justement, nous aussi, mais pour l'autre, il faut un gros investissement au départ. On est en train d'atterrir sur ça, parce qu'il y a des projets, vous voyez, il y a des projets qui se construisent même dans le secteur privé, avec l'appui du MCA des banques, où nous pourrons bientôt, on peut équiper des maisons, et le propriétaire ne sera plus astreint, comme vous le dites, à investir tout de suite. D'accord. Voilà, il va investir échelonner le paiement sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, il ne va pas sentir. Et puis, au bout de 5 ans, il aurait amorti son investissement pour un matériel qui va durer 20-25 ans. D'accord. C'est ça, nous sommes en train d'aller dans cette dynamique-là. D'accord. Maintenant, qu'en est-il de l'entretien? Est-ce que l'entretien sera laissé à la charge du client ou il y aura un semi-partenariat? Parce que quand c'est vous-même qui devez vous en occuper, si vous n'avez pas les techniques, vous perdez le matériel. Voilà. Effectivement, c'est un point. Seulement, je vais vous dire que le cœur du système, le panneau solaire qui produit l'électricité, là, les fabricants nous donnent aujourd'hui une garantie de 30 ans déjà. C'était 25 ans, maintenant on passe à 30 ans. Ça veut dire qu'à la 30e année, c'est-à-dire à la 30e année, le rendement est au moins 80%. Vous voyez, c'est très important. C'est toujours à 80%? Oui, c'est-à-dire, il y a un an, on était à 80% à 25 ans. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de recherches qui ont permis l'amélioration des composants, nous sommes aujourd'hui à 80% à la 30e année. D'accord. Monsieur Darito, je ne vous coupe pas, mais la plupart de ceux qui l'ont utilisé disent qu'à partir de 5 ans, déjà, ils ont un problème de stockage de l'énergie. Oui, c'est-à-dire, voilà, je n'ai pas tout expliqué, c'est qu'il y a beaucoup de composants. Il y a la production de l'électricité, il y a le stockage. Le stockage, c'est là où il y a un peu de faiblesse, et parce que les batteries, à tous les niveaux, ont quelques difficultés, mais tout dépend aussi de la technologie. Et il n'en existe pas toujours pour rechanger, vous vous rendez compte? Oui, non, il y en a quand même. Quelqu'un qui choisit, par exemple, de ne vivre que sur énergie renouvelable, est-ce qu'il est possible, s'il a les moyens de... Ah, bien sûr. Ah oui.
avec ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, moi, là, chez moi, je suis à 100% solaire depuis au moins 8 ans. Ah, d'accord. Ah oui, il y a des maisons comme ça où même on fait de la climatisation aujourd'hui au solaire. Tout dépend du dimensionnement. Mais est-ce qu'il ne faut pas des climatisations spécifiques? Est-ce que ça peut prendre tous les matériels disponibles ou bien il va falloir investir dans des matériels disons que d'abord, pour installer, il faut qu'on fasse une étude d'efficacité énergétique. C'est aussi ça, le besoin d'études. Voilà, on fait ça. Non, c'est sommaire. C'est sommaire, c'est pas compliqué. C'est sommaire et là, on optimise les appareillages électriques. Par exemple, les climatiseurs, on prend des climatiseurs orientés green energy, c'est-à-dire qui sont dans les normes, vert, comme on le dit. Voilà, c'est ça, qui ont un très bon rendement avec très peu de consommation pour les lampes, tous les appareils. Vous voyez, donc il y a ça, parce qu'il y a une technologie efficacité énergétique qui accompagne le développement du solaire. Donc il y a ça. Maintenant, au niveau même des batteries, il y a des générations de batteries. Vous voyez, il y a des batteries bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Et puis, souvent, c'est à l'achat que le jeu se fait. Parce que si on dit la batterie va durer 3 ans, celle-ci va durer 5 ans, l'autre va durer 15 ans, ce n'est pas le même prix. Donc, des fois... Donc, c'est vous-même qui faites le chois de la durée, évidemment. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous êtes sûr que tous ceux vers qui on va sont francs quand ils proposent le problème, c'est aussi au niveau des techniciens. C'est pourquoi le renforcement des capacités est très important. Parce que comme c'est un secteur qui est en pleine explosion, tout le monde vient. Il y a les techniciens, il y a monsieur tout le monde qui fait affaire, et ils viennent, ils savent bien parler, plus que nous les techniciens. Et lorsque toi tu dis le système va coûter 500 000, lui il va dire 100 000. Et puis le client va trouver que c'est toi qui est... C'est toi qui est trop cher. Et après, il se rend compte après 2-3 semaines qu'il s'est fait avoir. Vous voyez, il y a ça, et nous sommes en train de progresser parce qu'au niveau aussi de la qualité des équipements, il y a du travail qui se fait. D'ailleurs, MC a aussi signé des accords avec l'ANM, l'Agence nationale de normalisation. Et il y aura un contrôle. Il y aura un contrôle du matériel. Et puis, il y aura la certification. C'est-à-dire, on ne va pas mettre n'importe quoi. Donc, et puis, finalement, quand le client va acheter le produit, il sera sûr d'avoir un produit de qualité qui puisse véritablement faire durer. Il y a ça. Et puis aussi, vous savez, on fait partie de la CEDEAO. Il y a aussi une démarche CEDEAO de certification des installateurs solaires. Et ça, on a déjà commencé, nous sommes dans le comité technique régional, on a déjà commencé les examens pilotes par le Sénégal et le Ghana en septembre dernier. Donc cette année, le Bénin va commencer avec les autres pays de la zone CEDEAO. Donc on aura des certifications pour tous les installateurs solaires. Donc on va publier. Si un client veut se faire installer un système, il faut qu'il demande si le technicien en face est certifié. Vraiment certifié. S'il n'est pas certifié, donc il n'est pas bon. Est-ce que ce ne sera pas trop cher? Si déjà l'investissement est déjà cher et si le technicien aussi est trop cher, non. Ces techniciens seront à la portée non, bien sûr. Notre poche, comme de toute façon, nous sommes dans une économie concurrentielle. Oui. Vous voyez, donc... c'est vrai que c'est quand même plus ouvert. On a l'impression que c'est démocratique. Par exemple, c'était une question d'élu. Voilà. Parce que moi, j'ai démarré il y a 30 ans. J'étais seul, on m'appelait magicien. Après, on a commencé à être 2, 3. Et aujourd'hui, on est au moins 60 sociétés qui font la promotion du solaire au niveau du secteur privé. Vous voyez. Et puis la CEDEAO, la certification, ils ne demandent pas de l'argent. C'est un processus soutenu par les États qui permet de mettre de l'ordre. Tout ça vise la préservation de l'environnement. Donc, on comprend l'engouement à aller vers. Exactement, c'est ça. Donc, il y a quand même assez de balisage, surtout les plans, même au niveau du cadre légal réglementaire. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et je crois que l'espoir est permis. D'accord, merci Faustin Darito. Nous rappelons que vous êtes expert en énergie renouvelable. Ce qu'on va souhaiter, c'est que le soleil africain, comme on le dit, il continue de briller pour nous permettre de pouvoir véritablement exploiter ces énergies renouvelables. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour les derniers plateaux du Grand Rendez-vous. On passe à présent au journal. Amandine Agnambossou est à la barre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce forum du jour. Pour démarrer cette édition, j'ai une question très simple pour mes invités. Qu'est-ce que le tabac? Mais des femmes, qu'est-ce qui les a intéressées dans le numérique? Dites-nous comment va le port aujourd'hui. Que ce soit la cigarette, le cigare, le tabac à chiquer ou à priser.
C'est une toxicomanie avec une... Suivez votre magazine Le Forum du jour sur BB24 du lundi au vendredi à 14h, à 21h30 et à 4h. Il faut que nous adoptions un comportement citoyen. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres du journal. L'économie bleue, nouveau concept qui tisse son modèle des écosystèmes de la nature. L'objectif visé est de répondre aux besoins des populations en utilisant les ressources localement disponibles. Dernière actrice de la chaîne de vente de poissons, elles assurent le service final en écaillant les poissons. Un zoom sur ces femmes qui en ont fait le métier. Difficile d'être un artiste béninois et de vivre de son art et pourtant la culture est un atout pour l'essor économique du pays. Merci de votre fidélité. L'économie bleue, un modèle qui suit la sagesse des écosystèmes qui répondent aux besoins de tous et se régénère sans cesse. C'est une économie non polluante, créatrice d'emplois et de cohésion sociale au Bénin. Ce concept n'est pas encore très bien connu. Reportage. Économie bleue, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu parler de l'économie bleue. Je ne connais pas. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? C'est un concept récent. Économie bleue, un vocable qui désigne l'ensemble des activités économiques liées aux ressources en eau. Ça veut dire qu'il faut promouvoir l'aquaculture, il faut, par exemple, au niveau de nos fleuves, de nos lacs, il faut valoriser tout ce qui est espèces halieutiques et tout. C'est-à-dire que c'est cette économie dans laquelle rien ne se perd et tout se transforme. Le concept a été imaginé ou inventé par Gunther Pauli. L'économie bleue vise à réduire l'impact négatif de toute activité humaine sur l'environnement. Elle offre aussi un nid d'emploi. Tout tourne autour de la valorisation de l'eau. Donc avec par exemple l'hydroélectricité, on a des énergies renouvelables et on n'aura plus à utiliser l'énergie fossile pour polluer la nature et donc créer des dommages à l'environnement et tout. Donc en fait, c'est une économie, effectivement, quand vous voyez un peu, en termes de production, on utilise l'eau pour produire et c'est l'eau qui ressort, mais pas en tant que déchet, donc qui est prête encore à être réinvestie. Je pense qu'il faut rester dans cette dynamique, par exemple, et valoriser les déchets solides ménagers, afin que cela crée. Ça va créer plus d'emplois, ça va créer aussi de la richesse. Voilà un peu comment il faut comprendre en fait cette philosophie de l'économie bleue. C'est un champ qui nous offre beaucoup d'opportunités de tout ce que nous pouvons retrouver au niveau des ressources en eau. Aujourd'hui, vous voyez, quand on prend la zone du Monokoufo, par exemple, où vous avez des forages artésiens, où l'eau coule toute l'année, donc cette eau-là constitue une richesse. Selon une recherche de l'AIE, l'Agence mondiale de l'énergie, les États africains sont en majorité des pays côtiers. L'Afrique est donc une réserve aquatique importante. Elle a beaucoup attiré de l'économie bleue. L'Afrique a beaucoup à gagner en allant vers l'économie bleue. L'Afrique compte 17% des ressources en eau au niveau mondial. Donc ça peut produire 400% d'énergie renouvelable. Donc ça veut dire que l'énergie qu'on produit, que l'Afrique peut produire, peut alimenter le monde entier. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup à tirer en valorisant effectivement tout ce que nous avons comme ressources en eau. Même si le concept est nouveau, je pense qu'il faut y aller. Donc surtout même en termes de production énergétique. Vous voyez, l'Afrique, tous les pays ont des problèmes énergétiques. Or, si on investit, si on fait cette économie bleue, c'est sûr qu'on aura beaucoup. On peut avoir l'énergie éolienne, on prend nos océans et autres, il y a beaucoup de vent et tout. Donc je crois qu'il faut aller, il faut oser. Je crois que nos États n'osent pas encore, mais il faut les encourager à aller sur ce terrain-là. L'économie bleue va contribuer à l'autonomisation de l'Afrique dans plusieurs secteurs. L'agenda 2063 de l'Union africaine intègre déjà le concept dans ses objectifs prioritaires des 10 prochaines années. Des actions probantes sont attendues pour faire du rêve une réalité.
Parlons maintenant de ces femmes activistes urbaines. Elles viennent en dernière position dans la chaîne de vente du poisson frais. Les femmes écailleuses de poissons sont présentes dans presque tous les marchés. Une activité génératrice de revenus, mais qui a ses contraintes. Reportage Arnaud Adadia. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide d'écailleurs, de petits coupe-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson et que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens, les bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. On les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles font ça. Ça me permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amène de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le Zéma. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le Messie? Parlons maintenant culture. Les œuvres musicales peuvent contribuer à la croissance économique d'un pays. Au Bénin, beaucoup d'artistes ne vivent pas pleinement de leurs œuvres et pour cause, les problèmes qu'ils rencontrent sont divers et variés. Claude Balogun, promoteur culturel, nous donne les raisons qui peuvent expliquer la précarité de certains artistes et en quoi l'artiste peut-il être un agent économique. Suivez ce extrait au micro de Lazare Mingan et Bernold Djobé. Premièrement, un artiste qui commence à créer des œuvres doit pouvoir bien se faire former, doit travailler avec des professionnels suffisamment reconnus.
doivent être dans une équipe. Cette équipe doit pouvoir être affiliée à des réseaux d'artistes béninois ou internationaux. Ensuite, doivent se faire connaître par l'État. Donc, avoir son IFU, ou avoir son association, ou avoir son entreprise, pour que l'État le reconnaisse en tant qu'agent économique, en tant qu'un élément qui utilise de l'argent béninois et qui crée de la richesse dans le pays et qui contribue au PIB. C'est l'artiste qui produit la richesse. C'est l'artiste qui est l'élément à vendre. C'est l'artiste à travers son œuvre qui, lorsqu'il reçoit 100 000 francs pour faire un travail, ces 100 000 francs doivent pouvoir générer près de, je sais pas, près du million très rapidement. Donc l'artiste, c'est celui qu'il faut vendre. Hein? C'est un agent économique tout court. Mais évidemment, le problème qui se pose, pour que les gens ne sachent, n'arrivent pas à savoir que c'est un agent économique, c'est qu'il n'y a pas de données statistiques liées à l'artiste. La piraterie est quand même quelque chose d'important qui vient secouer tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc une œuvre qui est créée aujourd'hui, on n'a pas la garantie de vendre l'œuvre et de rentabiliser les investissements effectués sur cette œuvre-là. L'artiste est comme de la tomate. On sort de l'argent pour l'acheter. Est-ce que vous voyez? L'artiste, il faut payer pour aller le voir en prestation, mais et non acheter son CD, et non le voir sur les WhatsApp. Les WhatsApp n'enrichissent pas. Hein? Lorsqu'on a un certain nombre de vues sur Facebook, sur YouTube, ça ne veut pas dire que l'artiste, lorsqu'il organise un spectacle, qu'il aura ce même nombre de personnes à son spectacle. Oh, c'est en ayant des gens au spectacle. C'est en achetant des tickets que l'artiste peut rentabiliser. Les cours mondiaux du cacao ont gagné plus de 25% en 2018 au niveau de Londres et de New York. Cette hausse enregistrée est principalement attribuable à l'amélioration des fondamentaux du marché. En effet, profitant d'un faible niveau des prix de la matière première au début de 2018, les raffineurs se sont rués sur une production abondante de cacao, conduisant ainsi à faire remonter le niveau des cours. D'après les prévisions, la saison 2018-2019 devrait s'achever sur un surplus de 96 000 tonnes. La Côte d'Ivoire a prévu produire 2,12 millions de tonnes de cacao, tandis que le Ghana devrait faire entrer une récolte de 950 000 tonnes et le Nigeria près de 250 000 tonnes. Il faut noter que le cacao fait partie des rares commodités agricoles qui ont tiré leur épingle du jeu cette année. 2018 a finalement été une année faste pour le tourisme tunisien. Les entrées touristiques ont atteint 8,3 millions durant l'année écoulée, enregistrant ainsi une progression de 17,7% par rapport à 2017. Pays d'Afrique du Nord aux portes de l'Europe, la Tunisie a notamment reçu 7 millions de touristes. Les recettes globales de l'industrie touristique ont atteint plus de 700 millions de francs CFA durant l'année écoulée, soit une progression de 22,8% comparativement à l'année 2017. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agnambossou. On vous retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir. En attendant, nous passons à présent à la revue de l'actualité web. Mesdames et messieurs, Adonis Boumou est déjà là pour nous informer sur tout ce qu'il faut savoir sur la toile. Adonis Boumou, bonsoir. Bonsoir, Agnat. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir aussi de vous voir. Alors, de quoi on parle? On commence par quoi? On commence par, à l'entendre, on avait parlé ici, les émoticônes Made in Africa. Enfin, c'est lancé. Oui, en fait, il y avait un Ivoirien au Pelérou qui a pris l'initiative de créer un émoticône par jour pendant 365 jours. Et en décembre, il a publié les émoticônes qu'il a réalisés. Il appelle Suzukua. C'est disponible sur le Play Store. Comme on voit dans certaines captures, nous avons les émoticônes africaines en passant du balai, du bissap, du awalé. Ça, c'est le balai. Oui, ça, c'est le balai. Oui. Ensuite, il y a d'autres émoticônes. Oui. Il a décidé de créer chaque jour un emoji typiquement ivoirien. Les premières œuvres ont rencontré un franc succès. Donc, après cela... Succès seulement en Côte d'Ivoire ou bien non, c'était... en fait,
C'est suite parce qu'il a vu sur la plupart de WhatsApp et autres que les émoticônes qu'on utilise n'avaient rien de nos réalités. Si. Donc il a pris l'initiative de réaliser ce projet et en fin décembre, il a publié cela. Donc vous pouvez télécharger ça sur Play Store, Suzukuwa, oui, Suzukuwa, pour pouvoir utiliser les émoticônes africaines. Made in Africa. D'accord. Une bonne nouvelle donc pour les internautes, surtout africains. Oui. Là, voilà, c'est la fronde. Oui, la fronde. À part ça, il y a mais là, je me demande à quel moment de la discussion vous utilisez une fronde. Peut-être celui avec qui vous discutez vous énerve, vous lui dites, eh bien, je t'envoie la fronde. Après ça, il y a aussi même plein. Plein d'autres émoticônes. Oui. D'accord. Moi, ces images, je les vois à peu près, c'est très intéressant. On en voit là à l'écran, mesdames et messieurs. Il y a même le Zilo. Le Zilo. Le Zilo, ça veut dire quoi? C'est Milo, pour ne pas faire la publicité. Pour ne pas faire de la publicité. Voilà, pour faire la publicité du Zilo. D'accord. Le Awalé. Le Awalé. Oui. Et même les Kaleta, les tricycles. Les tricycles. Là, il ressemble à notre Kloboto. Notre Kloboto béninois. Alors, tout le monde s'identifie à travers ces émoticônes Made in Africa. C'est déjà une bonne nouvelle. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle que vous avez pour nous. Bon, nous avons le tweet le plus retweeté. D'accord. Oui, un connu du grand public, Yusaka Mazewa, c'est un japonais qui vient de rentrer dans l'histoire des réseaux sociaux. Le 5 janvier dernier, le fondateur du géant japonais de la mode, Zozotomo, a promis sur Twitter d'offrir 1 million de yens, ça fait environ 8 000 €, à 100 abonnés sélectionnés au hasard. La seule condition pour l'avoir, c'est de s'abonner à son compte et de retweeter le message en question. Actuellement, son écrit a été partagé plus de 4,7 millions de fois. C'est un record. 4,7 millions de fois. C'est un record. Il a d'abord, par ailleurs, empoché ensuite 1 million d'abonnés. Ouais, donc 1 million de nouveaux abonnés. C'est un bon concept. Hein? Vous avez besoin d'abonnés, vous dites juste que vous allez les payer pour ça. Tout le monde se met dans la danse. Ah, mais oui, mais le gars, en fait, d'après le message, cet élan de générosité est dû aux bons résultats financiers de sa firme qui a réalisé 10 milliards de yens de chiffre d'affaires durant les fêtes de fin d'année. D'accord, donc il a les moyens de pouvoir payer tout le monde. De pouvoir payer, il a dit 100, disons 100 fois 8 000 €, ça fait à peine 800 000 €. Oui. Donc, vous voyez que c'est encore insignifiant. La marge de bénéfice est toujours là. D'accord, Adonis Bohou, est-ce que ce sera tout? Ce sont les deux informations qu'on avait, oui. Mais en attendant, nous rappelons la question de la semaine, comme on est en début de semaine. Ah oui, Adonis Bohou, la question de la semaine. Oui, pourquoi le mois de janvier est si difficile à vivre financièrement? Pourquoi le mois de janvier est souvent si difficile à vivre financièrement? Bon, donc vous parlons de la janviose. J'ai hâte de vous retrouver pour les différentes réponses. Donc, mesdames et messieurs, vous savez dorénavant comment nous contacter. Contactez-nous sur nos différents canaux officiels. Et vous aurez peut-être la chance de voir votre nom à l'écran et Adonis Bohou lire ce que vous en dites sur comment vous gérez finalement ce mois de janvier. Voilà, c'est écrit là, le grand rendez-vous bb24@yahoo.fr. Vous pouvez déjà aussi nous écrire par mail. Merci Adonis Bohou, c'était un plaisir de vous avoir. On a hâte de vous retrouver. On vous retrouve quand? Donnez le rendez-vous. Mercredi. Mercredi, même heure, même fréquence comme on le dit. Merci mesdames et messieurs. On passe à présent à la météo pour vous qui venez de nous prendre au vol.
Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour le premier numéro de la semaine du Grand Rendez-vous. Mais vous le savez, hein, c'est devenu une tradition. La citation de ce soir, elle nous vient de Nelson Mandela. C'est beaucoup plus une exhortation. Et elle dit ceci, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Une exhortation à notre endroit, à tous. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Je vous retrouve toujours demain aux commandes du Grand Rendez-vous. En attendant, portez-vous bien.